Bonjour, alors aujourd'hui on va discuter d'une structure de données qu'on appelle le dictionnaire et qu'on peut aussi appeler tableau associatif. En fait, peut-être le mot tableau associatif est encore mieux que dictionnaire, mais bon, on va, disons, c'est ça. On va prendre une ou l'autre. Okay? Mais je pourrais vous expliquer pourquoi je trouve que tableau associatif est mieux que dictionnaire. Donc, classification des structures de données, petit rappel, donc on a une structure de données qu'on appelle ordonnée et des structures de données qu'on appelle désordonnées. Des structures de données ordonnées, où les liens, où on peut faire un lien entre les différentes données, puis on peut naviguer à travers cette structure de données-là, tandis que désordonnées, il n'y a pas vraiment de navigation comme telle, on ne se promène pas à travers les données, on fait juste chercher des données ou tout ça, mais on ne peut pas dire qu'il y a un ordre préétabli des données. Donc, dans les structures de données ordonnées, on a des ordonnées linéaires, des ordonnées non linéaires. Dans les non linéaires, on a les multidimensionnels, les arbres, les graphes. Dans les désordonnées, essentiellement, on a les dictionnaires et les ensembles. Donc là, nous, aujourd'hui, on va traiter, dans ce document-là, on va traiter des dictionnaires. D'abord, pourquoi on parle de dictionnaire en informatique? Tout simplement par, disons, par comparaison, par association, on pourrait dire, avec le fameux dictionnaire linguistique qu'on connaît déjà. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans un dictionnaire typiquement? Bon, on retrouve des mots et leurs définitions respectives. Donc, à chaque mot est associée une définition. Parfois, il peut y avoir plusieurs définitions si un mot a plusieurs sens. Chaque mot se retrouve une et une seule fois dans le dictionnaire. En fait, ça va dépendre des types de dictionnaires, là. Mais disons que typiquement, on va voir le mot se retrouve une seule fois dans le dictionnaire. Bien que ça soit assez rare, techniquement parlant, une même définition pourrait se retrouver plusieurs fois dans un dictionnaire si des mots, par exemple, sont des synonymes parfaits. Ou des fois, il y a des graphies différentes, puis là, dans le dictionnaire, on va dire « voir telle autre entrée », parce qu'ils ne veulent pas répéter deux fois la même définition, donc ils nous envoient l'autre entrée. Mais en réalité, c'est comme si on avait deux fois la même définition pour le même mot. Donc, pour aider à la recherche, les mots sont placés en ordre alphabétique. Maintenant, qu'est-ce qu'un dictionnaire informatique? Là, je vais tasser un peu le visage. Donc, un dictionnaire informatique, par analogie avec le dictionnaire linguistique, un dictionnaire informatique contient des éléments, puis chaque élément possède une définition associée. Par exemple, si par exemple vous aviez un logiciel d'aviation, on pourrait retrouver une structure de données dictionnaire ou tableau associatif qui associe à chaque code d'aéroport l'aéroport en question. OK? Donc, dans un tableau associatif ou dans un dictionnaire, à chaque élément est associé une définition, si vous voulez. Donc, par exemple, on pourrait associer à chaque code d'aéroport le nom de l'aéroport en question. Par exemple, ici, on a YYZ, c'est Toronto Pearson. Puis, c'est quoi? C'est YUL, c'est Montréal. OK, Dorval. Donc, DUB, Dublin, LHR, London, Heathrow. Donc, à chaque clé est associée une valeur, parce que dans un dictionnaire informatique, on dit des clés et des valeurs, plutôt que des mots et des définitions. Okay. Donc, dans un dictionnaire linguistique, des mots, des définitions. Dans un dictionnaire informatique, des clés et des valeurs. Okay. Donc, à chaque clé est associée une valeur. Donc, c'est ça dont on parle ici, là, dans le clé et valeur. Donc, comme dans un dictionnaire linguistique, dans un dictionnaire informatique, les clés, les éléments sont uniques. Mais les valeurs, les définitions peuvent être répétées ou identiques. Donc, ici, par exemple, on donne un exemple de dictionnaire possible, okay, qui permet de connaître la couleur préférée de chaque petit ami de la garderie Bon Enfant. Donc, Marcus préfère le noir, Elliot préfère le vert, Julia préfère le rose, Victoria préfère le vert, Jules préfère le jaune et Pinot préfère le rouge.
Alors, on voit qu'il y a deux petits amis qui préfèrent le vert, Elliot et Victoria. Donc, on comprend aussi pourquoi on parle de tableau associatif, parce que on peut facilement mettre ces données-là dans un tableau qui a un élément dans la colonne de gauche associe une valeur dans la colonne de droite, ou une clé dans la colonne de gauche associe une valeur dans la colonne de droite. Donc, en passant, dans un dictionnaire informatique, les données sont généralement pas ordonnées, okay? Contrairement au dictionnaire linguistique. Mais dans certains, comme on voit ici, là, Marcus, Elliot, Julia, Victoria, Jules, Pinot, il n'y a pas d'ordre. Ils ne sont pas en ordre croissant ou décroissant ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'ordre particulier. Mais il existe certains dictionnaires informatiques, certaines variantes qui, elles, possèdent un ordre. Okay? Parce que des fois, c'est ce qu'on veut. On veut que les données soient ordonnées. Donc, il existe certaines variantes qui ont un ordre. Par exemple, croissant, en partant de Elliot jusqu'à Victoria. Donc, les dictionnaires linguistiques, eux, associent des définitions qui, informatiquement, sont des strings à des mots qui aussi sont des strings. Okay? Donc, les clés, c'est des strings, puis les valeurs, c'est des strings. Le dictionnaire informatique, lui, permet d'associer des types de données quelconques. Par exemple, ici, vous avez un dictionnaire qui, à chaque petit ami de la garderie bon enfant, associe son âge. Okay? Donc, ce dictionnaire-là est un dictionnaire de type string vers entier. Okay? String vers entier. Donc, à chaque string qui correspond au nom du petit ami est associé un entier qui correspond à son âge. Alors, on pourrait imaginer aussi un dictionnaire dans lequel à chaque petit ami est associé un objet qui correspond à sa mère. Donc, on aurait un dictionnaire de type string vers objet. Et même, on pourrait aussi avoir un dictionnaire dans lequel à chaque petit ami est associé une liste. Okay. Donc, par exemple, les mets favoris de chaque petit ami. Donc, Marcus préfère les biscuits soda et le fromage. Julia préfère les Mr. Freeze, les petits pois, le macaroni. Jules préfère les biscuits au chocolat. Et Pinot préfère les arachides, puis les noix de grenoble. OK. Donc, on peut associer à une valeur, une clé, une valeur qui peut être de n'importe quel type. Okay. Ça peut être entier, ça peut être un autre string, ça peut être des doubles, ça peut être des objets ou ça peut être des collections. Vous pourriez même associer à chaque petit ami un tableau associatif si vous le vouliez. Donc, souvent les clés, donc la colonne de gauche, souvent les clés sont des strings, mais parfois aussi des entiers, plus rarement d'autres types, mais en réalité tout est possible. Par exemple, on pourrait utiliser un dictionnaire de type ordonné, cette fois-là, avec les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, etc., pour compter la fréquence de ces lettres-là dans un texte. On pourrait dire, par exemple, ce texte-là contient 10 lettres A, 3 lettres B, 3 lettres C, 4 lettres D, 14 lettres E, 0 lettres F, etc. Okay. Donc, ça va être un petit exercice petit qu'on va faire tout à l'heure. Synonyme. Donc, le dictionnaire porte de nombreux noms qui varient d'un langage de programmation à l'autre. Donc là, nous, on parle de dictionnaire. Dictionnaire, c'est le nom de la structure d'un point de vue, disons, abstrait. Comme tableau associatif aussi, c'était abstrait. Mais quand vous allez arriver dans des langages de programmation, vous allez avoir à choisir une structure très précise. Okay. Donc, mais il faut savoir que quand vous allez voir ces noms-là, tout ça, il faut que vous sachiez que vous êtes en train d'utiliser un dictionnaire. Okay. Donc, par exemple, vous allez voir les mots tableau associatif ou associative array. Vous allez voir aussi map, mapping, hashmap. Vous allez voir hash, hashtable. Donc, table de hachage. Donc, en fait, ici, il faut savoir que hash, ça fait actuellement référence au mode d'implémentation le plus populaire pour cette structure de données-là qui est abstraite. Donc, il n'y a rien qui dit que
un dictionnaire, ça doit être implémenté sous forme de hash table. Il n'y a absolument rien qui dit ça dans l'univers. Okay? Mais 90% ou 95% des dictionnaires sont implémentés sous forme de hash table. On utilise un hash table pour représenter une structure de données dictionnaire. Okay? Donc, c'est pour ça que souvent, les gens dans leur tête vont faire l'équivalence dictionnaire, hash table. Okay? Les gens vont dire, ah, tu as juste à prendre un hash table. Ça veut dire, tu as juste à prendre un dictionnaire. Ou tu as juste à prendre un dictionnaire, ça veut dire, ah, tu as juste à prendre un hash table. Mais c'est pas exactement la même chose, parce qu'on n'est pas au même niveau d'abstraction. Un dictionnaire, c'est haut niveau, puis un hash table, c'est l'implémentation. Les opérations maintenant. Donc, quelles sont les opérations qu'on peut typiquement effectuer sur un dictionnaire? On peut associer une valeur à une clé donnée, c'est-à-dire ajouter une nouvelle clé dans le dictionnaire et sa valeur associée. Autrement dit, si vous prenez un dictionnaire linguistique, on peut ajouter une nouvelle définition dans le dictionnaire. Okay? Après ça, chercher la valeur associée à une clé donnée, donc autrement dit, chercher la définition d'un mot dans le dictionnaire. On peut modifier la valeur associée à une clé donnée, on peut changer la définition qui est associée à un mot dans le dictionnaire. Après ça, vérifier si une clé possède ou non une valeur associée. Donc, on peut chercher, en fait, si un mot est dans le dictionnaire ou pas. Okay, là, je vous traduis ça dans le jargon linguistique versus le jargon informatique. Parcourir l'ensemble des clés, des valeurs ou des coupes, ça, c'est-à-dire parcourir tous les mots du dictionnaire, toutes les définitions du dictionnaire ou toutes les coupes, mots et définitions du dictionnaire. Et finalement, supprimer une clé, donc enlever une définition du dictionnaire. Par exemple, okay, pour illustrer en fait les opérations de manière plus concrète, c'est-à-dire on va partir de l'exemple suivant qui présente les fréquences respectives de comptes bancaires. Donc on suppose, vous ne devriez pas être trop être, disons, décontenancé par cet exemple-là après avoir fait Proc 2. Donc on suppose que chaque compte bancaire peut être ouvert, gelé ou fermé. Donc, on pourrait imaginer, suite à ça, qu'on construit un tableau associatif qui présente la fréquence des 1200 comptes de la banque Gripsou en fonction de son état. Donc, il y a 950 comptes qui sont actifs, il y en a 15 qui sont gelés, puis il y en a 235 qui sont fermés. Donc, on a un dictionnaire, tableau associatif, qui, à chaque état de compte, présente sa fréquence. Donc, les opérations, donc associer une valeur à une clé donnée, c'est-à-dire ajouter une nouvelle clé dans le dictionnaire avec sa valeur associée. Donc, ça va servir, dans le fond, à initialiser les valeurs dans le tableau associatif. Par exemple, si on rajoute dans le dictionnaire actif 950, on vient de rajouter cette entrée-là dans le dictionnaire. Chercher la valeur associée à une clé dans le dictionnaire. Donc, si on pose la question, il y a combien de comptes qui sont gelés? Il y a combien de comptes qui sont actifs? Ça, c'est aller chercher une définition, si vous voulez, dans le dictionnaire ou à chercher la valeur associée à une clé dans le dictionnaire. Après ça, modifier la valeur associée à une clé dans le dictionnaire, c'est, par exemple, si un client vient de fermer son compte, ben, il faut modifier le contenu du tableau associatif en conséquence. Okay, par exemple, s'il vient de fermer son compte, ça veut dire que le nombre de comptes fermés va augmenter de 1, mais le nombre de comptes actifs ou gelés va baisser de 1. Donc, vérifier si une clé possède ou non une valeur associée. Est-ce qu'il existe des comptes actifs? Oui. Est-ce qu'il y a des comptes qui ont été détruits? Est-ce que détruit est une clé dans le tableau? Non. OK, donc, on cherche une définition et dans le dictionnaire. Donc, est-ce qu'on tient compte des comptes qui ont été détruits? On ne tient pas compte de ça. Donc, c'est pas dans le dictionnaire. Donc, parcourir l'ensemble des clés, des valeurs ou des coupes. Donc, c'est quoi les clés, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les coupes. Donc, c'est quoi les clés? Ça serait actif, gelé, fermé. C'est quoi les valeurs? Ça serait 950, 15 et 235. C'est quoi les coupes, clés, valeurs? Ça serait actif, 950, gelé, 15, puis fermé, 235. Donc, on va voir tout ça dans un contexte de C#. Donc, si par exemple, on veut initialiser ou ajouter des valeurs dans un tableau associatif, donc on commencerait par se définir un type énuméré pour l'état du compte qui peut être actif, gelé ou fermé. Après ça, on va se définir un nouveau dictionnaire. Donc ici, New Dictionary.
Puis, c'est quoi le type de dictionnaire qu'on a? On a un dictionnaire qui, pour chaque état du compte, nous donne sa fréquence. Donc, pour chaque type énuméré, de type enum, une fréquence qui est un entier. Donc, notre dictionary ici va être basé sur deux types de base. Le type de départ, le type de la clé, qui est l'état du compte, et le type de la valeur, qui est un entier. Okay, donc, on a un dictionary de état vers entier. Ensuite de ça, on rajoute des entrées dans le dictionnaire. Donc, on dit que l'état actif, sa fréquence, c'est 950. Donc, dict, état actif entre crochets. Donc, la valeur associée à la clé état actif, c'est 950. La valeur associée à état gelé, c'est 15, et la valeur associée à état fermé, c'est 235. Puis là, ici, on fait dict juste pour afficher le contenu du dictionnaire. Donc, on voit que dans le dictionnaire, on a 3 éléments, et que ces 3 éléments-là sont actifs 950, gelé 15 et fermé 235. Initialisation en C#. Donc, en C#, on peut aussi initialiser directement le dictionnaire au moment de sa déclaration. Donc, on pourrait se définir un dictionnaire comme ceci. Dict2, New Dictionary, état int. Et on donne les trois couples qui vont rentrer dans le dictionnaire. Donc, état actif 950, état gelé 15 et état fermé 235. On peut, autrement dit, initialiser notre dictionnaire au moment de sa déclaration. On voit qu'on a la même chose. Donc, rechercher une valeur associée à une clé donnée. Donc, combien de comptes sont gelés ou actifs? Combien de comptes sont gelés? Combien de comptes sont actifs? Combien de comptes sont gelés ou actifs? Combien de comptes sont dans l'état numéro 4? Okay. Donc, dict état gelé, ça nous donne le nombre de comptes qui sont dans l'état gelé. C'est 15 ici. Donc, l'entrée, la valeur associée à la clé gelée, c'est 15. On l'a ici. Dict état actif 950. Donc, il y a 950 comptes actifs. Dict état gelé plus dict état actif, c'est le nombre de comptes qui sont gelés plus le nombre de comptes qui sont actifs. Donc, le nombre de comptes qui sont soit gelés, soit actifs, ça donne 965. Et si on veut savoir le nombre de comptes qui sont dans l'état numéro 4, mais l'état numéro 4, il n'existe pas. Okay? Donc, si on fait dict état numéro 4, l'état numéro 4 n'existe pas, donc on va avoir une exception qui va être levée. Donc, system.collection.generic.keyNotFoundException. Donc, keyNotFoundException, la clé n'a pas été trouvée dans le dictionnaire. Ça cause une exception. Comme on le dit ici, la clé donnée était absente du dictionnaire. Donc, modifier la valeur à une clé donnée. Donc, par exemple, si un client vient de fermer un compte actif, il va falloir modifier le contenu du tableau en conséquence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nombre d'états actifs, puis on va le décrémenter, puis on va prendre le nombre d'états fermés, puis on va l'incrémenter. Donc, suite à cette opération-là, on va voir que le nombre actif va être tombé à 949 et le nombre fermé va être monté à 236. Comment on fait pour vérifier qu'on a une clé dans le dictionnaire? On peut utiliser la méthode contains_key. Donc, est-ce que le dictionnaire contient une clé état actif? Est-ce que l'état actif dans le dictionnaire? Oui. Est-ce qu'il y a l'état numéro 4 dans le dictionnaire? Non. False. On peut aussi utiliser une méthode qui s'appelle try_get_value pour aller chercher une valeur à condition que la clé soit dans le dictionnaire. Donc, si le dictionnaire, on essaie d'aller chercher la valeur pour actif, alors on va obtenir cette valeur-là ici dans le paramètre out. Okay, donc, c'est comme le try parse int ou try parse double, des méthodes comme ça qu'on a dans C#. Donc, on a try_get_value pour essayer d'aller chercher une valeur dans le dictionnaire qui est associée à une clé. Mais si jamais cette valeur-là, elle n'existe pas, le if va retourner false. Si la valeur existe, le if va retourner true, mais la condition ici va retourner true, et la valeur va être mise dans la deuxième paramètre qu'on a ici, puis on va pouvoir s'en servir. Donc ici, on va pouvoir par exemple faire writeLine, nombre de comptes actifs, et là, ça va donner 949. Si par contre, on essaie de faire un try_get_value sur l'état numéro 4, ben là, le writeLine ici, il n'y a pas de problème parce que l'état numéro 4 n'existe pas. Donc, on ne rentrera jamais
dans la conditionnelle, donc on n'exécutera jamais cette instruction-là. Donc, comment on fait pour parcourir l'ensemble des clés, des valeurs ou des couples? Donc, quelles sont les clés, quelles sont les valeurs, quels sont les couples clés-valeurs? Donc, quelles sont les clés? Alors, on peut faire un dict.keys. Ça nous permet d'aller chercher les clés qui sont dans le dictionnaire. Si on veut, on peut faire un join là-dessus pour les afficher, par exemple. Donc, ici, on fait un string.join. On fait un join de toutes les clés en les séparant avec virgule, espace. Ça fait que ça va écrire actif, gelé, fermé. On peut aussi aller chercher des valeurs. Donc, dict.values, ça va chercher toutes les valeurs qui sont dans le dictionnaire. On peut faire un string.join là-dessus. Ça va nous donner 950, 15, 235. Si aussi, on peut faire un count pour savoir il y a combien d'éléments dans notre dictionnaire. Donc, dict.count, ça va nous donner 3, parce qu'il y a 3 éléments ou 3 couples d'éléments dans notre dictionnaire, où il y a 3 définitions dans notre dictionnaire. Pour parcourir toutes les couples clés-valeurs, on va utiliser un for each. Donc, for each var couple in dict. Donc, pour tous les couples dans le dictionnaire, on va faire un write-line ici pour afficher la clé couple.key, ça va chercher la clé, et couple.value, ça va chercher la valeur. Donc ici, on affiche actif 949, gelé 15 et fermé 236, parce que ça correspond à ce qu'on a ici. Des fois, on a besoin de supprimer une clé ou supprimer une définition du dictionnaire. Donc, par exemple, si le gouvernement passe une loi, puis il n'est plus possible d'avoir des comptes gelés, il faudrait que tous les comptes gelés deviennent actifs. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait prendre tous les comptes gelés, les rajouter comme compte actif. Donc, dict état actif plus égal dict état gelé. Donc, tous les comptes gelés deviennent actifs. Et après ça, on va supprimer du dictionnaire l'entrée état gelé. Donc, dict.remove. Puis, on enlève la définition pour état gelé du dictionnaire. Si après ça, on affiche le contenu du dictionnaire, on va voir qu'on va avoir 964 comptes actifs et 236 comptes gelés, comptes fermés, pardon. Et il n'y a plus d'entrée pour les comptes gelés. Donc, dict.containsKey, état.gelé, false. Ça n'existe plus dans le dictionnaire. Donc, petite comparaison entre la liste qu'on appelle aussi tableau dynamique, et le dictionnaire qu'on appelle aussi tableau associatif. Donc, pour ce qui est du compte, le compte est variable dans la liste, le compte est variable dans le dictionnaire, et aussi c'est la propriété count qui permet d'aller chercher ce nombre-là. Les éléments sont ordonnés dans une liste, sont pas ordonnés dans un dictionnaire. En réalité, ici, je mets une étoile parce que dans le dictionnaire C#, ok, c'est pas tous les dictionnaires qui fonctionnent comme ça. Dans le dictionnaire C#, les définitions sont ordonnées par ordre d'insertion dans le dictionnaire. Donc, si vous insérez dans un certain ordre dans le dictionnaire, les définitions vont conserver cet ordre-là dans lequel vous les avez insérées dans le dictionnaire. Mais ça, c'est le dictionnaire C# qui fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas vous attendre que tous les dictionnaires dans n'importe quel langage de programmation vont fonctionner comme ça. C'est quoi la méthode d'indexation? Ben, dans une liste, on indexe sur indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans un dictionnaire, on fait une indexation sur clé. C'est quoi les erreurs d'indexation possibles? Ben, dans une liste, vous avez index out of range exception, si vous utilisez un indice qui n'existe pas. Puis dans un dictionnaire, vous avez key not found exception, si vous faites une erreur d'indexation. Ajout, insertion, suppression, modification, on peut faire ça n'importe où, en quelque sorte. Dans le dictionnaire, en fait, il n'y a pas d'ordre, donc ça ne change rien. Mais ici, on peut faire ça n'importe où. Donc, on va dire que ça peut faire ça n'importe où quand même dans un dictionnaire. Énumération, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans une liste, on peut énumérer des éléments. Puis, il y a aussi moyen d'énumérer des couples, si vous fonctionnez par exemple en Python ou en JavaScript. Quand on dit couple, ça veut dire le couple indice-élément, par exemple. 0, telle affaire, 1, telle affaire, 2, telle affaire, 3, telle affaire, etc. Okay. Dans un dictionnaire, on peut énumérer les clés, les valeurs ou les couples clés-valeurs. Indexation conditionnelle. Donc,
typiquement, dans des listes, vous n'avez pas d'indexation conditionnelle. Vous pouvez pas dire, ben, essaye d'aller chercher l'élément en position 100. OK. Ben, ça dépend. Je veux dire, vous avez, en tout cas, avec Link, il y a moyen de faire ça en C#. Mais typiquement, dans la structure de base de liste, vous n'avez pas ce moyen-là. Okay. Par contre, si jamais vous faites du JavaScript, vous avez un peu cette possibilité-là. Mais dans les dictionnaires, typiquement, vous pouvez utiliser par exemple contains_key ou try_get_value, comme on a vu précédemment. On va aborder maintenant la notion de représentation informatique. Donc, dans la section précédente, on a vu comment on pouvait stocker, c'est-à-dire utiliser un dictionary C# pour stocker des coupes clés-valeurs, effectuer des opérations sur ces mêmes données-là. Mais une question se pose. Est-ce qu'on n'aurait pas pu stocker ces coupes clés-valeurs dans un autre type de structure de données que un dictionary? Alors, en informatique, en général, il y a souvent plusieurs moyens d'arriver à vos fins. Puis le tableau associatif n'échappe pas à ce constat. Il y a donc plusieurs moyens de représenter informatiquement des paires clés-valeurs parce qu'il n'y a pas de représentation parfaite qui fait en toutes circonstances. Chaque technique va offrir ses avantages, ses inconvénients en termes de taille, mémoire, d'efficacité des opérations, donc de facilité de programmation, puis de diversité possible des éléments, surtout des clés. Par exemple, le dictionary C# est extrêmement puissant, extrêmement versatile. C'est pour cette raison que c'est une structure de données passe-partout comme la liste. La liste, une structure de données passe-partout, puis le dictionary, dans votre ordre de structure de données que vous pouvez utiliser quand vous programmez, en haut, il y a la liste, puis juste en dessous, il y a dictionary. Okay? C'est les deux structures de données qu'on utilise le plus en informatique. C'est une structure de données passe-partout, mais le dictionary prend beaucoup de mémoire, puis il est relativement lourd dans ses opérations. Okay? Quand on dit lourd, ça ne veut pas dire qu'il est lent, mais ça veut dire qu'il est lourd. Il existe peut-être des choses qui sont plus efficaces, dépendamment des circonstances. Aussi, le dictionary n'est pas ordonné alphabétiquement. Donc, dans certaines circonstances, c'est pas l'outil le plus approprié. Donc, voici vos principales options pour stocker des coupes clés-valeurs en C#. Vous avez la composition de champs dans une classe. Ça peut être une première façon de stocker différentes coupes clés-valeurs. Vous avez un tableau classique, okay, statique, indexé. Vous avez finalement des structures de données spécialisées qui implémentent l'interface eDictionary en C#. Parmi celles-ci, vous en avez qui sont non ordonnées, en quelque sorte, comme le dictionary, puis vous en avez qui sont ordonnées, comme le sorted dictionary, puis le sorted list. Donc, je répète, ça ici, composition de champs dans une classe, c'est quelque chose que vous pouvez déjà utiliser. Le tableau classique, vous pouvez déjà utiliser ça. Et vous avez des structures de données spécialisées qui implémentent l'interface eDictionary, comme le dictionary qu'on vient de voir précédemment, et deux autres qu'on appelle le sorted dictionary et le sorted list. Mais le sorted dictionary, sorted list fonctionnent exactement comme le dictionary parce qu'ils ont la même interface. Ils ont la même interface eDictionary, donc ils fonctionnent exactement de la même façon. Donc, première méthode, composition de champs dans une classe. Donc, supposons que vous êtes dans la situation où vous voulez stocker le nombre de comptes actifs, le nombre de comptes gelés, puis le nombre de comptes fermés. Donc, si jamais vous ne connaissiez pas la structure dictionary en C#, vous auriez probablement utilisé une classe pour faire ça. Ça aurait été votre réflexe le plus naturel, puis c'est pas un mauvais réflexe dans ce cas-là. Donc, par exemple, ici, on aurait fait public, classe, compteur de comptes. En fait, on aurait compté le nombre de comptes actifs, gelés, fermés. On se serait défini trois champs. Le nombre actif, le nombre gelé, le nombre fermé. Et ces trois champs-là, on les aurait initialisés à leurs valeurs respectives, puis on les aurait modifiés en conséquence, etc. Okay? Ça fonctionne. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser un dictionary pour faire ça? Pas pantoute. On peut fonctionner comme ça. Okay?
Donc, c'est ça qu'on veut dire par composition de champs dans une classe. On peut utiliser cette technique-là en guise de dictionary, si on veut, de dictionnaire. On peut utiliser cette technique-là en guise de dictionnaire de base, à condition qu'on n'ait pas trop d'éléments dans notre dictionnaire. Okay? Donc, le nombre de comptes actifs, le nombre de comptes gelés, le nombre de comptes fermés, c'est pas pire. On a juste 3 trucs dans notre dictionnaire. Donc, les pour et les contre. Les avantages, c'est qu'on est en territoire connu. Un autre avantage, c'est que c'est très, très rapide. Un troisième avantage, c'est que ça utilise peu de mémoire. C'est très efficace en mémoire. Les inconvénients, c'est qu'il faut connaître d'avance les clés possibles. C'est pas toujours le cas. Chaque clé doit être traitée séparément avec du code dédié dans un switch case. Ça veut dire beaucoup de code. Puis après ça, pour 3 clés, si jamais vous codez, vous allez voir 3 clés, ça va assez bien. 4 clés, pas pire. 10 clés, non, ça marchera pas. Vous ne commencerez pas à faire un switch case à 10 clés pour savoir, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. C'est trop. C'est pas efficace. Pour vous, en tant que programmeur. Ce qui nous amène à une deuxième technique qu'on appelle le tableau indexé classique ou statique. Donc, le tableau indexé statique, ou l'array, si vous préférez, peut être utilisé comme une structure de données de type associatif. Pour que ça fonctionne, okay, chaque clé doit posséder un équivalent numérique unique, pas trop grand, de taille maximale abordable, puis qui, idéalement, soit consécutif dans le tableau. Donc, cette technique-là, c'est une sorte de hack, si vous préférez, mais elle est largement utilisée en programmation de bas niveau parce qu'elle est d'une efficacité redoutable. On va donner ici un exemple. Donc, par exemple, toujours encore une fois, on a nos états actifs, gelés et fermés qu'on veut stocker cette fois-là, non pas dans une structure de données, on veut stocker ça non pas dans une classe de données, mais on veut stocker ça dans un array. Donc, on va se définir un array ici, new int, dans lequel on va avoir 3 compteurs, parce qu'il y a 3 choses qu'on veut compter. On veut compter le nombre actif, le nombre gelé, le nombre de comptes gelés, puis le nombre de comptes fermés. Donc, on va se définir un array qui va avoir 3 cellules. Okay, donc, on va faire ici enum.getValues, typeOf, état du compte. Donc, on va chercher le nombre de valeurs possibles, .length ici. Donc, on va chercher le nombre de valeurs différentes qu'on a dans notre type énuméré. On est obligé d'écrire ça de même. enum.getValues, typeOf, état du compte, .length. Ça veut dire 3, parce qu'on a 3 valeurs dans notre type énuméré. Donc, on se définit un nouveau tableau d'entier qui contient 3 de taille 3. OK. De taille 3. Et après ça, on va stocker le nombre de comptes actifs va être stocké à l'indice 0, de comptes gelés à l'indice 1, puis le nombre de comptes fermés à l'indice 2. Donc, les avantages de cette technique-là, c'est que c'est excessivement rapide. Ça demande peu de mémoire. Aussi, ça peut fitter pour plusieurs. Si vous voulez si votre type énuméré contient 10 états, ça va marcher. S'il en contient 250 000, ça va marcher aussi. Okay. Donc, ça fonctionne avec un nombre de clés qui peut être très, très grand. Mais, un inconvénient, c'est qu'il faut connaître d'avance les clés possibles, parce qu'il faut toutes les rentrer dans notre type énuméré. Aussi, les clés doivent être numériques ou facilement transformables en un nombre numérique unique. Aussi, finalement, le code est un peu moins lisible quand vous avez le lire si vous ne connaissez pas cette astuce-là. Donc, si vous ne connaissez pas cette astuce-là, vous n'allez pas comprendre c'est quoi qui est en train de se passer. Finalement, on a les structures de données spécialisées, c'est-à-dire les structures de données qui implémentent l'interface iDictionary. Donc, vous l'avez ici, l'interface iDictionary. Vous avez 3 propriétés. Vous avez item, qui est en fait la propriété d'indexation par clé. Vous avez keys, qui donne les clés du dictionnaire. Vous avez values, qui donne les valeurs du dictionnaire. Puis les méthodes, vous avez add, pour ajouter un couple clé-valeur dans le dictionnaire. Contains key, pour vérifier si une clé est présente ou pas dans le dictionnaire. Remove, pour enlever une définition du dictionnaire. Et try-get-value, pour essayer d'aller chercher une valeur qui est associée à une clé.
quand vous n'êtes pas sûr si la clé est dans le dictionnaire ou pas. Donc, dictionary, c'est la structure de données la plus versatile, puis généralement le meilleur compromis dans la plupart des circonstances, mais elle n'est pas ordonnée. Vous avez sorted dictionary et sorted list qui sont ordonnés. On les utilise généralement seulement si on doit obtenir un classement en ordre des clés. Donc, le pour et le contre des structures de données spécialisées. Alors, l'avantage, c'est que c'est des opérations qui sont standards et claires. Ça rend le code plus lisible et plus concis. L'interface est standard, donc si on veut changer de structure en cours de route, ça permet de changer de structure sans trop modifier le code. Les clés, n'importe quel type vont fonctionner, puis les clés n'ont pas besoin d'être connues au départ. Les inconvénients, c'est que c'est plus lourd, puis c'est moins rapide. Et quand on dit moins rapide, il faut s'entendre. Okay? Donc, vous allez voir que ça peut quand même être très, très, très rapide. Ça nous amène à parler de ce qu'on appelle la notation grand O. Une petite introduction. Okay, donc, la notation grand O est utilisée en informatique pour caractériser l'efficacité des algorithmes en fonction de la quantité d'éléments qu'on a à traiter. Donc, dans un contexte de structure de données, la notation grand O est utilisée pour caractériser l'efficacité des opérations en fonction de la taille de la collection. Donc, la notation grand O utilise une fonction mathématique pour caractériser cette efficacité-là. Plus la fonction est petite, plus l'algorithme est efficace, ou plus l'opération est rapide. Donc, ici, on introduit trois fonctions mathématiques ou trois, disons, vitesses d'opération différentes qu'on appelle O de 1, O de log de n et O de n. Donc, O de 1, c'est l'efficacité maximale possible. On appelle ça temps constant. Dans ce contexte-là, la vitesse de l'opération ne dépend pas de la taille de la collection. Donc, vous pouvez faire, si vous voulez rajouter un nouvel élément dans une collection de 1 million d'éléments ou rajouter un nouvel élément dans une collection de 2 éléments, ça va toujours prendre le même temps rajouter. Que vous rajoutez dans une collection énorme ou petite, ça prend toujours le même temps. O de log de n, c'est une efficacité qu'on pourrait caractérisé comme étant redoutable. On appelle ça l'efficacité logarithmique. Dans ce contexte-là, la vitesse d'opération croît très, 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 très lentement en fonction de la taille de la collection. Par exemple, si vous aviez une collection qui est 1000 fois plus grosse qu'une autre, ça se pourrait que ça vous prenne juste une fraction de seconde de plus faire l'opération. Et finalement, vous avez une efficacité qu'on appelle proportionnelle, O de n. Donc, la vitesse des opérations croît proportionnellement à la taille de la collection. Donc, si vous avez 10 éléments dans votre collection, puis vous passez à 1 million d'éléments dans votre collection, ben, ça va vous prendre 100 000 fois plus de temps à faire l'opération dans une collection à 1 million d'éléments que dans une collection à 10 éléments. Okay. Donc, vous pouvez penser que c'est énorme, mais il y a beaucoup d'opérations dans la vie d'une structure de données qui se font en temps O de n. Okay. Puis c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique la plupart du temps parce qu'il existe aussi d'autres efficacités qu'on n'a pas vues. Il y a O de n log n qui est pas si pire, mais il y a O de n carré. Là, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus long. Puis il y a il y a aussi l'efficacité exponentielle qui est terrible. Mais on n'entre pas dans ces détails-là pour le moment. Donc, notation grand O. Ici, on va voir quelques exemples. Là, je vais me tasser un peu la couenne. Donc ici, on a la taille de la collection. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards. Donc si vous voulez, par exemple, l'indexation dans un array, dans une liste ou dans un array, c'est une opération O de 1. Donc, allez chercher l'élément dans le milieu d'un array qui contient un élément, 10 éléments ou 10 milliards d'éléments, ça prend toujours le même temps. Okay. Est-ce que c'est totalement vrai que c'est ça? Ça dépend combien de mémoire RAM va avoir votre ordinateur. Okay. Mais on s'entend que, supposons que votre ordinateur a assez de RAM, ben, ça va prendre à peu près le même temps que vous ayez cherché l'élément du milieu dans un array qui contient
10 éléments, puis dans un array qui en contient 10 milliards. O de log de n, par exemple, cherchez dans une liste triée. Okay, vous avez une liste d'éléments qui sont mis en ordre. Puis vous voulez aller chercher, est-ce que le mot bidule est dans ma liste triée? Ben, chercher si le mot bidule est dans la liste triée, c'est une opération qui est logarithmique. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, là, dans ce cas-là, ça serait un genre de dictionnaire qui contient des mots. Ben, si vous avez un genre de dictionnaire qui contient des mots, comme ça, puis que les mots sont triés en ordre, ben, ça se peut que ça vous prenne 2 millisecondes si le dictionnaire contient 10 mots. Puis si votre dictionnaire en contient 10 milliards, ça va vous prendre juste 11 millisecondes, parce qu'à chaque fois que vous multipliez par 10, vous incrémentez seulement de 1 milliseconde. Okay. Est-ce que c'est toujours comme ça O de log de n? Non. O de log de n ne veut pas dire que c'est des millisecondes, puis c'est des choses comme ça. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur de qu'est-ce qui se passe. Okay? Donc, ça veut dire que quand vous multipliez par 10, par 10, par 10, par 10, à chaque fois, vous incrémentez d'une petite fraction pour le temps que ça vous prend. Okay? Ça, c'est logarithmique. C'est sûr que c'est pas comme vitesse constante. On s'entend que 11 millisecondes dans 10 milliards d'éléments, vous en rendrez même pas compte. Là. Okay? Après ça, vous avez O de n. Ça, c'est l'exemple typique, c'est insérer dans une liste. Donc, vous avez une liste d'éléments, puis vous voulez insérer, par exemple, au milieu de la liste, un nouvel élément. Quel temps ça va vous prendre? Ben, le temps que ça va vous prendre, c'est le nombre d'éléments que vous avez dans votre liste. Ça va être proportionnel à ça. Donc, par exemple, ici, si on insère dans une liste de taille 10, ça peut prendre 10 millisecondes. Puis si on insère dans une liste de taille 10 milliards, ça peut prendre 100 jours. Okay? Ça commence à être long. C'est pour ça qu'il n'y a pas de liste de 10 milliards d'éléments. Parce que, à moins que ça dépend si vous voulez rajouter quelque chose dedans, ça marche pas. Donc, on n'utilisera pas une liste si on veut ajouter puis insérer, puis qu'on a 10 milliards d'éléments. Comme vous pouvez voir ici, si vous avez 10 000 éléments, même ici, c'est parce que c'est le mot 1 milliseconde, c'est peut-être un peu exagéré. Là. En réalité, ça serait plus 1 millionième de seconde que ça prendrait. Okay. Donc ici, par exemple, dans une liste de 10 000 éléments, ça à place de prendre 10 secondes, ça pourrait prendre 1 seconde, donc c'est pas si pire. Finalement, vous avez O de n log n. En fait, même 1 millionième de seconde, ça se peut que ça prenne un peu moins que ça. Ici, vous avez O de n log n, mais ici, on parle de 1 milliseconde juste pour être sur la même base partout, là, pour donner un ordre de grandeur. Et O de n log n, par exemple, c'est quand vous voulez trier. Si vous voulez trier une liste, c'est le temps que ça vous prend, c'est O de n log n, okay, à peu près. Donc, ici, vous avez que dans une liste, par exemple, de taille 10, ça pourrait vous prendre 10 millisecondes. Mais si jamais vous arrivez à une liste de taille 10 milliards, ben, à ce moment-là, ça vous prendrait 3 ans. OK? Ça serait un petit peu long pour attendre le résultat. Donc, ça vous donne une idée, c'est quoi que ça veut dire O de 1, O de n log n, O de n, O de n, O de 1, O de log de n, O de n, puis O de n log n. Donc, constant, logarithmique, constant, logarithmique, proportionnel, et n log n. Donc ici, juste à voir, ce qui est important. En fait, l'effet se fait sentir quand les collections ont beaucoup d'éléments dedans. C'est là qu'on voit. O de 1, ça reste le même temps. O de n log n, ben, c'est un peu plus long, mais à peine. O de n, ben là, ça commence à être grave. Puis O de n log n, ben, ça devient encore plus grave. Voici maintenant les structures de données spécialisées qu'on retrouve en C# avec une petite analyse comparative entre chacune d'entre elles. Alors, on a le dictionary, le sorted dictionary, puis le sorted list. Donc, l'interface, ces trois structures de données-là implémentent la même interface iDictionary. OK. Donc, l'ordre qu'on retrouve dans les dans les structures en question. Donc, pour ce qui est du dictionary, c'est l'ordre d'insertion. Dictionary C# ici. Tandis que les autres structures, le sorted dictionary et le sorted list, c'est l'ordre croissant des clés qu'on retrouve dans la structure. La mémoire utilisée, pour ce qui est du dictionary, ça utilise beaucoup de mémoire. Pour ce qui est du sorted dictionary, ça utilise un peu moins de mémoire. Puis pour ce qui est du sorted list, c'est le plus efficace en termes de mémoire. Pour ce qui est de la recherche, le dictionary en moyenne prend un temps O de 1, mais si jamais vous êtes excessivement malchanceux, ça se peut que vous prenne bien du temps.
Le sorted dictionary prend un temps O de log de n et le sorted list prend un temps O de log de n pour effectuer une recherche. Donc, est-ce que tel élément est dans le dictionnaire? Si oui, c'est quoi sa définition? L'ajout et le retrait, O de 1 en moyenne pour le dictionary, O de n si jamais vous êtes très malchanceux, O de log de n pour ce qui est du sorted dictionary et O de 1 pour le sorted list si vous insérez dans l'ordre et O de n en moyenne si vous insérez n'importe où. L'énumération, O de n dans chaque cas. Quand utiliser les différentes structures? Donc le dictionary, c'est le meilleur choix si les clés ne sont pas ordonnées. Le sorted dictionary, c'est le meilleur choix si les clés sont ordonnées. C'est aussi le meilleur choix si vous êtes en train de faire une application temps réel. Finalement, le sorted list, c'est le meilleur choix si vous ajoutez ou retirez peu souvent des éléments dans votre dictionnaire, si la taille est petite, et si vous ajoutez dans l'ordre, ou encore si la mémoire est limitée. Okay, donc, pour toutes ces raisons-là, le meilleur choix peut être celui-là. En résumé, donc le dictionnaire ou tableau associatif permet de stocker des paires clés-valeurs. Contrairement à un tableau classique, dans un tableau associatif, les éléments sont indexés avec des clés. Dans un dictionnaire linguistique, les clés sont les mots que vous retrouvez dans le dictionnaire. Dans un dictionnaire informatique, les clés sont souvent des strings, parfois des entiers, mais pas seulement. En C#, tous les types sont permis. Certains langages vont limiter les clés, par exemple, à des strings et au nombre entier. Le dictionnaire est généralement une structure de données dynamique de taille variable qui supporte des opérations d'ajout, de suppression, de modification, de recherche et d'énumération. Si la clé n'est pas dans le dictionnaire, l'opération de recherche va échouer en générant typiquement une exception. Les dictionnaires sont conçus pour être très efficaces en recherche. Dans vos programmes, vous pouvez assumer que cette opération est très rapide puis qu'elle ne dépend pratiquement pas de la taille de la collection dans laquelle il faut effectuer la recherche. Donc ça peut être O de 1 ou O de log de n, pardon, mais dans les deux cas, c'est extrêmement rapide. Donc, typiquement, les dictionnaires sont pas ordonnés, mais il existe des dictionnaires ordonnés pour les cas où cela s'avère utile. Dans la plupart des situations, vous voudrez utiliser un tableau associatif basé sur une technique sous-jacente qu'on appelle le hachage ou le hashing pour son efficacité redoutable. Donc, en C#, ça va être le dictionary. En Java, ça va être le hashmap. En JavaScript, ça va être le map. En Python, ça va être le dict. Puis en PHP, ça va être l'array. Dans certaines circonstances, en C#, d'autres structures de données peuvent être utilisées pour simuler le fonctionnement d'un tableau associatif. Par exemple, la composition de champs. Moi, je vous dirais 4 clés maximum dans ce cas-là, il faut qu'ils soient connus d'avance. Ou encore l'indexation dans un array classique pour des clés entières ou ayant un équivalent entier de petite taille, comme par exemple les types énumérés, ça fonctionne très bien. Mais ça, c'est vraiment quand vous voulez avoir une efficacité augmentée. Je dirais l'indexation dans un array classique. Donc, en C#, en sus du dictionary, il existe deux autres structures de données de type tableau associatif, le sorted dictionary, le sorted list. Contrairement au dictionary, ces structures de données-là sont ordonnées. Et toutes ces structures-là, implémentent l'interface eDictionary que vous avez ici, dont on a parlé aussi précédemment. Alors voilà, ça complète la présentation.